La période située entre 1962 et 1975, pendant la guerre froide, est appelée la détente. En fait, cette détente qui existe entre les deux camps est une succession normale à la coexistence pacifique, mais ce que les deux grands ont remarqué, c'est que les crises de la coexistence pacifique, essentiellement la crise des fusées de Cuba, qui a failli déclencher la guerre atomique, eh bien, ces crises sont extrêmement dangereuses. Étant donné l'équilibre de la terreur entre les deux grands, il vaut mieux essayer de les éviter. Et donc, cela explique la volonté de détendre l'atmosphère. Ensuite, puisqu'il y a une égalité de la terreur, pourquoi ne pas accepter les zones d'influence des uns et des autres, et donc simplement s'occuper de sa propre zone d'influence pour qu'elle ne diminue pas? C'est d'autant plus vrai que chacun des deux grands a des problèmes avec son propre bloc. En effet, quand il s'agit du bloc occidental, le problème des Américains, eh bien pour l'instant, c'est De Gaulle. De Gaulle qui est président en France et qui décide de mener une politique très indépendante pour montrer qu'il ne dépend pas des desiderata des États-Unis. Et essentiellement, ce qu'il veut, c'est faire de la France une puissance nucléaire. Il finit par y réussir, ce qui ne plaît pas obligatoirement aux Américains, et les Américains lui demandent de bien vouloir placer ce que De Gaulle appelle sa force de frappe sous le drapeau de l'OTAN, de manière à ce que ce soit l'ensemble Amérique-Europe qui en profite. En fait, les Anglais l'avaient fait quand ils ont eu la bombe atomique. De Gaulle refuse, il estime que si c'est pour protéger la France, eh bien ça doit être la France qui doit prendre les décisions. Et pour cela, il va sortir de l'OTAN. Donc la France n'est plus dans l'OTAN et c'est évidemment quand même un énorme problème, d'autant plus que De Gaulle continue en, par exemple, faisant un grand discours à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, pour dire que les Américains n'ont rien à faire au Vietnam. Or c'était la période dure de la guerre du Vietnam. Ensuite, il va même réclamer en or la quantité de dollars qu'il y a dans la Banque de France parce que tout le monde est persuadé à cette époque-là que ce qui était au départ vrai, c'est-à-dire que le dollar était égal à l'or. Bon, il y a eu énormément de dollars qui ont été créés pendant la guerre du Vietnam, mais l'or n'a pas suivi. Et donc chacun sait que les 135 dollars pour une once d'or, il y a longtemps que c'est terminé. Mais tout le monde fait comme si de rien n'était, sauf De Gaulle, qui demande que, effectivement, les dollars de la Banque de France soient transformés en or, pour montrer justement la faiblesse du système monétaire. Donc on voit que De Gaulle appuie sur les points qui font mal et cette sortie de l'OTAN est quand même un problème. Du côté soviétique, ça ne va guère mieux parce que le problème là c'est la Chine de Mao Tse-tung. En effet, la Chine de Mao Tse-tung ne reconnaît pas du tout la déstalinisation, estime que Staline avait parfaitement raison, et donc considère que les dirigeants soviétiques, entre autres Khrouchtchev, ce sont des révisionnistes, ce ne sont plus des vrais communistes. Et il va même y avoir une guerre, pas très importante, mais une guerre quand même, à propos de frontières le long d'un fleuve qui s'appelle Amour, mais qui finalement posera des problèmes militaires. Donc on voit que chacun des deux grands a assez à faire dans son camp et préfère la détente. Comment cette détente se montre-t-elle? Eh bien d'abord par des voyages. Brejnev vient aux États-Unis, Nixon va en URSS, et même Nixon va aller en Chine. En cela, c'est étonnant parce que les États-Unis ne reconnaissaient pas la Chine. En effet, la seule Chine pour les États-Unis qui existait, c'était la Chine nationaliste, c'est-à-dire Taïwan. Autrement dit, au moment où Mao Tse-tung, en 1949, est devenu le dirigeant de la Chine et en a fait un pays communiste, les États-Unis ont considéré que ce pays communiste n'existait pas et ne l'ont pas reconnu. Donc, les États-Unis vont décider de reconnaître la Chine. Pourquoi reconnaître la Chine? Eh bien parce que les États-Unis sont en pleine guerre du Vietnam et ils ont besoin d'un intermédiaire pour essayer de faire la paix. Or, l'intermédiaire, ça ne peut être que la Chine ou l'URSS, et de préférence la Chine. Donc, pour cela, il faut pouvoir la reconnaître. Et la Chine va en profiter, non seulement
elle va demander la reconnaissance, mais elle va exiger d'entrer à l'ONU. Bon, et d'entrer, là c'est plus difficile, à la place de la Chine nationaliste dans le Conseil de sécurité. Or les États-Unis sont les grands alliés de la Chine nationaliste et donc ils vont être obligés d'accepter que la Chine nationaliste sorte de ce Conseil de sécurité et qu'elle soit remplacée par la Chine communiste de Mao Tse-tung. Donc, la Chine est reconnue, la Chine rentre dans le concert des nations, et c'est quand même un élément important de détente là aussi. En fait, la détente sera surtout importante en Europe. Et en Europe, qu'est-ce qui va permettre une vraie détente? C'est le fait que les deux Allemagnes vont se reconnaître. La RFA et la RDA se reconnaissent, acceptent de reconnaître qu'ils forment des pays indépendants et différents l'un de l'autre, et ils vont pouvoir entrer à l'ONU. Or, cette entrée à l'ONU en 1973 stabilise l'Europe, et va surtout permettre au dirigeant ouest-allemand, le chancelier Willy Brandt, de faire ce qu'on appelait l'Ostpolitik, c'est-à-dire une politique tournée vers l'Est. Et cette politique tournée vers l'Est va être importante parce que c'est une sorte de début d'ouverture du rideau de fer, puisqu'il y aura des contacts entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, et la possibilité pour les uns et les autres, des possibilités très réduites, mais des possibilités quand même, d'aller visiter leurs parents, mais aussi des contacts avec les autres pays de l'Europe de l'Est. C'est la première fois que cela arrive. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il va y avoir une grande conférence en 1975. Cette conférence va avoir lieu à Helsinki. Et à Helsinki, pour la première fois, les deux Europes vont se rencontrer, vont discuter et vont décider de reconnaître toutes les frontières européennes telles qu'elles sont, et essentiellement la frontière qui sépare l'Allemagne de l'Est de la Pologne, que ni l'une ni l'autre Allemagne ne reconnaissait. Et finalement, donc là, il y a une stabilisation, les Polonais sont contents, rassurés, il n'y aura pas de guerre pour des histoires de frontières. C'est donc une première chose extrêmement importante. La seconde, dans cette conférence d'Helsinki, ça a été de reconnaître les droits de l'homme, la libre circulation des individus, et ceci c'est important aussi parce que ça va être signé par les deux Europes. Or, si c'est respecté en Europe de l'Ouest, ça ne l'est pas en Europe de l'Est. Il n'y a pas de circulation possible et les droits de l'homme ne sont pas toujours respectés. Donc ça va permettre à certains dissidents, c'est-à-dire à des opposants de l'Europe de l'Est, de créer des cercles de droits de l'homme, des associations de droits de l'homme, dans lesquelles finalement ils vont faire une politique d'opposition, sans que ce soit un parti politique. Autrement dit, on ne peut pas l'interdire. Et ils vont là exiger constamment que l'on respecte les droits de l'homme, que l'on accorde des libertés, et ça sera une sorte de possibilité de faire valoir les idées de liberté que jusqu'à présent, ils n'avaient pas vraiment de possibilité de faire connaître. Cette période de détente va connaître deux crises très importantes qui montrent que si la détente existe pour les deux grands et l'Europe, ça n'est pas vrai toujours pour tout le monde, et ça n'est pas vrai pour l'Europe de l'Est, et ça n'est pas vrai pour l'Amérique latine. Pourquoi ça n'est pas vrai pour l'Europe de l'Est? Eh bien parce que en 68, année assez révolutionnaire dans le monde. Il y a eu les événements en France, mais il y a eu aussi au Japon, en Amérique latine, des révoltes très fortes. Cette année 68, en fait, en Europe de l'Est, marque aussi une volonté de chercher plus d'indépendance et de liberté. Et c'est particulièrement vrai pour la Tchécoslovaquie. En Tchécoslovaquie, le nouveau secrétaire du Parti communiste, autrement dit le nouveau dirigeant, Alexander Dubček, est un communiste, certes, encore une fois, Mrenadj, mais c'est un communiste qui veut faire quelque chose de vraiment tchèque et qui voudrait faire ce qu'il a appelé le socialisme à visage humain. Qu'est-ce que c'est que ce visage humain? Bien, c'est un peu les mêmes idées que celles qu'avait eues Imre Nagy, c'est-à-dire d'abord accepter un certain nombre de libertés, de parole, de réunion, etc.,
Et puis, accepter aussi qu'il y ait plusieurs partis en espérant que ce sera le Parti communiste qui l'emportera. Et donc, c'est ce que les Tchèques, qui sont tout à fait d'accord avec lui, qui vont le soutenir, vont appeler le printemps de Prague. Et ce printemps de Prague va paraître possible aux Tchèques parce que Brejnev, qui donc a remplacé Khrouchtchev en Union soviétique, ne réagit pas immédiatement. En effet, il va y avoir un certain nombre de discussions. Douchtchev va aller à plusieurs reprises en Union soviétique et surtout Douchtchev a bien compris qu'il ne fallait surtout pas demander la sortie du pacte de Varsovie et il pensait avoir quelque chance de faire comprendre à Brejnev que les pays d'Europe de l'Est avaient besoin d'un peu moins de contrôle. En fait, ça va mal se passer et Brejnev va finir par envoyer les chars du pacte de Varsovie, mais cette fois-ci, Dubček va demander aux Tchèques de ne pas résister, puisqu'on ne peut pas résister contre des chars. Donc il n'y aura pas de répression sanglante, mais ça va être vraiment quelque chose d'absolument abominable pour les Tchèques, à tel point qu'un jeune qui s'appelle Jan Palach, pour bien montrer qu'il ne supporte plus ce genre de pression soviétique, va s'immoler par le feu. Et Dubček va faire un grand discours pour dire, eh bien oui, voilà, nous ne pouvons pas résister et ne cherchez pas à combattre. C'est ce qui fera que Dubček ne sera pas fusillé, comme ça fait été le cas de d'Imre Nagy, il sera simplement rétrogradé. Et là encore, eh bien, il n'y aura pas d'intervention des États-Unis. Et les Tchèques donc vont se retrouver, comme les Hongrois l'avaient été, sous la férule soviétique. D'un autre côté, l'Amérique latine. Eh bien, en Amérique latine, en fait, c'est au Chili que ça va mal se passer. Le Chili était une démocratie libérale, il y avait eu des élections et ces élections avaient mis au pouvoir un socialiste qui s'était allié au Parti communiste. Socialiste, c'est Salvador Allende et Salvador Allende veut essayer de faire, là encore, du Chili un pays qui a une certaine indépendance vis-à-vis des États-Unis. Or, le Chili est un très gros producteur de cuivre. Et que va-t-il se passer? Eh bien, la CIA va pousser un général, Augusto Pinochet, à prendre le pouvoir, et ceci en bombardant le palais de la Moneda, qui est le palais présidentiel, et donc Allende sera tué dans ce bombardement. Et après, donc, Pinochet va prendre le pouvoir et il va y avoir une répression très sanglante de la part de l'armée qui va donc essayer d'éliminer tous ceux qui étaient non seulement les soutiens d'Allende, mais qui parfois étaient même beaucoup plus virulents et à gauche que Allende l'était lui-même. Et ça va vraiment être une répression très très forte dans le pays. Et donc on voit que là aussi, les États-Unis ne tiennent pas à laisser un pays trop indépendant si cette indépendance peut avoir un impact sur son économie. En plus, à l'époque, il y avait eu des dictateurs qui avaient pris le pouvoir à peu près dans presque toute l'Amérique latine, et il va y avoir un véritable plan d'accord entre ces différents dictateurs qui va s'appeler le plan Condor. Et ce plan Condor sera soutenu par le secrétaire d'État américain qui est Henry Kissinger. Donc on voit bien que ces crises montrent que certes entre les deux grands il y a une détente, qu'une certaine détente a lieu effectivement en Europe d'une certaine manière, mais que eh bien, il faut que les deux blocs restent ce qu'ils sont et que ni les États-Unis ni l'Union soviétique ne veulent céder sur leur influence.